BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. Le futur a trouvé son rythme de croisière, c'est les pros des cryptos. Le vendredi, bienvenue à tous, on est ravis de vous retrouver avec nos NFT, rien qu'à nous, nos talents non fongibles. Ils répondent à notre appel. Claire Balva, elle est la directrice générale de l'ADAN et elle nous accompagne chaque vendredi. Bienvenue Claire, ravi de vous retrouver. Avec nous également Louis Laszlo qui vient représenter, incarner ici les forces de Meria sur le plateau des pros des cryptos. Bienvenue Louis également. Dans un instant, on va parcourir l'ensemble des grandes actus de la semaine. D'abord bien sûr, comme il est de tradition dans les pros des cryptos, le potentiel technique. Et Vincent Gann est avec nous, analyste technique indépendant. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Septembre d'habitude, c'est pas bon pour les marchés boursiers traditionnels, pas bon non plus pour le Bitcoin. Est-ce que ce mois de septembre déroge à la règle ou pas? Comment le sentez-vous graphiquement le Bitcoin aujourd'hui, Vincent? Oui, c'est un mois de septembre qui n'est pas terrible pour Bitcoin, qui n'a pas profité du tout de la Fed. C'est un mois qui a vu pas mal des sessions importantes de liquidation de positions longues. Il y en a eu 2 importantes cette semaine. Il y a beaucoup de volatilité. D'ailleurs, ce vendredi 26, si je ne dis pas de bêtises, c'est la plus importante session d'expiration d'options Bitcoin de l'année. Bref, tout ça, ça crée de la volatilité. Alors, voyons quand même le verre à moitié plein. Je crois que la performance du mois de septembre doit être légèrement positive. On avait commencé le mois à 108 000 $. En soi, c'est une petite victoire parce que, comme vous l'avez très justement rappelé, septembre, c'est le ventre mou cyclique de Bitcoin. Bitcoin, c'est un marché super cyclique. Il n'y a pas grand-chose à attendre de ce mois-là. Donc déjà, le fait d'être dans le vert, c'est une bonne chose. Ensuite, pour rassurer les investisseurs, septembre, c'est aussi souvent un mois d'amorçage d'une phase plus intéressante qui est attendue sur le 4e trimestre. Donc c'est vrai que pour limiter la casse, maintenant, il faut s'accrocher au support. Et pour Bitcoin, il faut arriver à tenir la zone des 106 109 000 $, qui semble être le cas là ce vendredi. Oui, on suit évidemment Bitcoin chaque semaine, très important, la principale des cryptos avec pas mal de dauphins, ce qu'on appelle les altcoins. Vincent, on va rester sur les perspectives techniques et graphiques. Le 4e trimestre boursier va démarrer la semaine prochaine. Quelle perspective de tendance pour le mois d'octobre qui s'ouvre? Alors, pour parler franchement, mon cher Guillaume, je dirais qu'il reste à Bitcoin une dernière carte à jouer. Dernière carte à jouer, pourquoi? Parce que nous sommes à la fin du cycle de 4 ans, il se termine cette année 2025, et justement en termes de saisonnalité, en termes de cyclicité, le 3e trimestre a vu le respect de la cyclicité, puisque je crois qu'on est à 0 sur le Q3, sur le T3, pardon, pour Bitcoin, on est à 0. Le 4e trimestre, plus particulièrement les mois d'octobre et novembre, sont les 2 meilleurs mois de l'histoire de Bitcoin en performance moyenne et en performance médiane. Donc c'est ça même plutôt intéressant qu'on soit faible en fin de trimestre. Et puis qu'on puisse, lorsqu'on regarde les indicateurs de sentiment, on bascule plutôt dans la peur. Et c'est souvent à partir de cette base de peur et de liquidation de positions longues qu'on arrive à construire un rebond. Donc oui, il reste une dernière carte à jouer. C'est un fort rebond du marché sur octobre-novembre. Au-delà, le cycle sera terminé. Ah oui, bon, on aura le temps d'en parler. C'est comme quand on vous explique à la météo que le week-end sera beau, mais profitez-en parce que la semaine prochaine, ça sera pourri et on vous parle plutôt du temps pourri à venir. Non, profitez d'abord de la hausse peut-être encore à venir, octobre-novembre du Bitcoin. On verra, et évidemment, c'est pas une prévision, c'est juste la perspective graphique que vous nous livrez aujourd'hui. Merci beaucoup, Vincent Gann avec nous régulièrement dans ces pros des cryptos. Alors, le Bitcoin est-il un or numérique? Une question aussi vieille que le Bitcoin. La Deutsche Bank vient de trancher, Deutsche Bank vient de livrer son avis écrit et argumenté. Elles sont rares, les banques européennes, à se mouiller à ce point en faveur du Bitcoin. Parce que oui, pour Deutsche Bank, le Bitcoin est bien un or numérique. Nos pros analyseront ce que nous dit Deutsche Bank. Les stablecoins, pendant ce temps, on sait le retard européen par rapport aux stablecoins dollars. Eh bien, certaines banques européennes tentent de se réveiller. 9 d'entre elles comptent créer ensemble un stablecoin euro face au tsunami des stablecoins dollars. Est-il encore temps? Et on parlera aussi de minage, parce que vous savez que le minage permet de rentabiliser un certain nombre de barrages, d'infrastructures, de production d'électricité. Oui, et c'est notamment le cas en Afrique. Sauf qu'un pays, l'Éthiopie, décide de faire marche arrière et va suspendre l'activité des mineurs de Bitcoin dès 2030. Pourquoi cette décision de l'Éthiopie? Là aussi, l'analyse à venir des pros des cryptos. C'est votre rendez-vous du vendredi, votre machine à condenser l'essentiel. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros. Avec donc cette semaine, Claire Balva. Ça va Claire? Ça va, merci. Ravi de vous retrouver. Alors en plus parfaitement assorti aux couleurs de BFM Crypto. Là. Vous avez vu dans le décor, incroyable. Et Louis Laszlo, bonjour Louis. Bonjour, moi j'ai pas eu le mot sur le bleu. Oui, c'est ça, un peu moins assorti, mais justement vous ressortez mieux. Louis Laszlo pour Meria, on est ravis de vous retrouver l'un et l'autre. On va peut-être démarrer par cette data qui nous a surpris cette semaine. Sur un mois, il vient de s'échanger davantage de Bitcoin que de titres Apple chaque jour. Plus de Bitcoin en montant en dollars échangés que de titres Apple.
C'est ça, donc c'est une analyse qui date, qui couvre la période à peu près fin mi-août à mi-fin septembre, et qui montre qu'il y a, en termes de volume d'échanges journaliers entre Bitcoin et Apple, il y a à peu près 60% de différence, on parle 21 milliards versus 13 milliards. C'est intéressant puisque c'est Apple, on parle quand même de la deuxième capitalisation boursière en termes de capitalisation boursière, donc c'est un signe fort que Bitcoin devient une classe d'actifs adoptée, institutionnalisée. Donc c'est vraiment intéressant en termes de narratif, et ça montre que Bitcoin est dans le paysage et va le rester. Oui, et ça montre qu'Apple, parallèlement, est en train, pas de s'encrouter, mais c'est pas la plus dynamique des GAFAM en ce moment par ailleurs, et puis c'est peut-être de l'investissement un peu plus long terme. Là, on parle bien de trading quotidien, voilà. Mais Bitcoin passe devant Apple pour la première fois. Ouais. Oui, c'est une comparaison qu'on fait souvent d'ailleurs. Et par exemple, en France, quand on mesure le nombre de détenteurs crypto, on regarde aussi la proportion de détenteurs crypto par rapport à la proportion de détenteurs d'actions en direct. Et ce qu'on constate en France, c'est qu'il y a plus de détenteurs de crypto que de détenteurs d'actions en direct. Et ça montre bien aussi toute la dynamique de ce marché crypto. Alors on entend souvent que Bitcoin est l'or numérique, mais il y a un autre avis qui existe. On entend parfois que c'est plutôt l'or des fous. Et pour tout vous dire, j'avais eu une conversation comme ça, un cocktail un soir avec un banquier assez important, parisien, qui disait non, c'est même pas l'or des fous, c'est l'or des cons. C'est comme ça qu'il le disait, et voilà, vous n'avez rien entendu là. Eh bien, il se trouve qu'une grande banque européenne, justement, vient de livrer son avis écrit, documenté sur le Bitcoin. De qui l'or est-il l'or? De qui est-il l'or? C'est l'or numérique. Aux yeux de Deutsche Bank, qui là prend un avis tranché, manifestement assumé. Comment est-ce que Deutsche Bank argumente le fait que Bitcoin est l'or numérique, Louis? Aujourd'hui, ils reprennent un peu l'ensemble des caractéristiques qu'il y a autour de Bitcoin sur sa rareté, avec sa supply limitée, sur sa traçabilité, sa capacité de détention aussi. Donc, en fait, Deutsche Bank reprend l'essence même de ce qu'est Bitcoin, le recontextualise par rapport à l'or traditionnel, et on extrapole le fait que on peut considérer le Bitcoin comme un actif au sens rare, et protégeant pour l'épargne ou pour on va dire les trésoreries d'un certain nombre d'acteurs, comme l'or peut l'être, comme un actif auditable de réserve et autres. Ça, c'est l'avis, ce sont les arguments que met en avant Deutsche Bank. Il faut quand même noter que Deutsche Bank reste assez prudent dans son rapport. Mais c'est un rapport qui fait preuve d'une très grande rigueur académique et honnêteté intellectuelle. Donc, ils ne disent pas, par exemple, que Bitcoin va remplacer le dollar, pas du tout. Et d'ailleurs, c'est pas leur thèse. En revanche, ils disent que Bitcoin est désormais complémentaire de l'or et que Bitcoin, d'ici 5 ou 10 ans, se retrouvera probablement dans les bilans de certaines grandes entreprises, voire dans les réserves de banques centrales. Donc c'est quand même une thèse très importante qui est argumentée. Ils n'ignorent pas non plus les risques de Bitcoin, donc ils parlent de risques techniques, de risques de volatilité, etc. Ils font des analyses chiffrées assez poussées d'un point de vue économique. Et ce qui est en fait très intéressant là-dedans, c'est si on reprend un peu de contexte, c'est que Deutsche Bank ne fait pas ce rapport, a priori, pour le secteur crypto ou pour vous et moi. En fait, la raison pour laquelle ils sortent ce rapport-là, c'est pour préparer, eux, de leur côté, je dirais à la fois le discours interne pour mettre en œuvre un certain nombre de produits, mais aussi le discours externe et préparer leurs grands clients, donc des entreprises, des grands fonds, etc., à s'initier à Bitcoin et à se préparer au fait qu'il va bientôt y avoir des produits sur Bitcoin. Donc c'est quand même un très gros symbole annonciateur de la politique à venir de Deutsche Bank sur Bitcoin. Oui, c'est hyper intéressant et on voit cette acculturation progressive. Les banques qui elles-mêmes, certaines d'entre elles, en tout cas Deutsche Bank, tentent de faire la pédagogie du Bitcoin parce que Deutsche Bank, sans devenir un apôtre du Bitcoin, mais pour autant trouve qu'il y a un certain nombre de qualités intrinsèques au Bitcoin. C'est bien un or numérique selon Deutsche Bank. Mais enfin, l'or, vous savez, on surnomme la relique barbare. Et tout le monde peut comprendre l'or. Je veux dire, on peut tenir de l'or dans sa main, ça a son poids, Napoléon, voilà, ça brille. Bitcoin, ça reste un truc de geek. Enfin, bien sûr, tout le monde peut avoir des bitcoins. On n'est pas besoin d'être un technophile pour acheter des bitcoins, mais pour bien le comprendre et avoir pleinement confiance dans le bitcoin, là, il faut creuser davantage le côté un peu geek et tech du bitcoin. Est-ce que de ce point de vue, la bataille risque pas d'être plus compliquée que pour l'or, qui lui suscite la confiance dans le monde entier de la part d'une majorité de la population mondiale, Claire? Est-ce qu'il ne manque pas un côté barbare, en fait, dans le bitcoin? Je pense que dans l'ADN du Bitcoin, il y a quand même un côté anti-système qui est relativement assumé et relativement connu. Donc ça je ne pense pas que ce soit ça qui aujourd'hui manque à Bitcoin.
En tout cas, c'est pas un côté barbare. Un côté tangible, c'est le côté tangible de l'or que je... Un côté tangible. Oui, sans doute. Et d'ailleurs, c'est une des critiques qui est beaucoup faite à Bitcoin, c'est que c'est virtuel, etc. Mais je pense que ce changement de paradigme presque psychologique va se faire petit à petit et que c'est tout à fait normal qu'une génération qui n'a vécu qu'avec des monnaies fiat classiques ait du mal aussi à se mettre à Bitcoin. Mais souvent, ce que je dis, parce que j'entends beaucoup les banquiers, par exemple, dire on ne comprend pas bien ce que Bitcoin ou ce que d'autres crypto-monnaies apportent par rapport à nos infrastructures qui fonctionnent en réalité très bien. Mais la jeune génération, celle qui arrive, elle ne se pose pas cette question. Elle ne se dit pas qu'est-ce que ça apporte par rapport aux vieilles infrastructures. Non, ils vont directement sur ces infrastructures-là. Et peut-être qu'un jour, ils se poseront la question inverse, d'ailleurs. C'est finalement pourquoi on irait sur ces vieilles infrastructures plutôt que sur les infrastructures blockchain qui fonctionnent très bien. Ouais. Louis, vous êtes de ceux qui fonctionnent avec les vieilles infrastructures ou plutôt qui êtes né avec le numérique? Non, vous êtes né dans le numérique, vous. En bon père de famille, j'ai des deux. Non, mais je rebondis sur le point de l'or et sur le point de la transparence et de cette lisibilité de l'or. Demain, vous me dites que vous avez une tonne d'or, je suis obligé de vous croire sur parole. Et c'était pas plus tard que sur ce plateau, il y a quelques semaines, un de nos confrères de chez Tobam qui expliquait que le seul moyen de venir vérifier que vous avez une tonne d'or, c'est de venir chez vous et de le fondre. Que le Bitcoin, vous me dites que vous avez un Bitcoin, je vais facilement sur la blockchain vérifier que vous avez un Bitcoin. Donc, d'un point de vue, l'or est une valeur de reconnaissance depuis la nuit des temps. Le Bitcoin vient avec, on va dire, toute la technologie qui a été construite ces dernières années, apporter des réponses manquantes potentiellement à l'or. Donc, est-ce qu'on n'est pas juste sur 2 générations, une première version, une deuxième? Seule l'histoire nous le dira. Mais voilà, je pense qu'il ne faut pas trop opposer l'un et l'autre. Ils sont assez complémentaires et peut-être que l'un est l'héritage de l'autre. Oui. Est-ce que la génération de vos parents, par exemple, est-ce que vous avez réussi à les convaincre, vos parents, qu'il vaut mieux privilégier Bitcoin? Vous avez réussi à convaincre vos propres parents, par exemple, Claire? Est-ce que vous êtes quand même une des meilleures pédagogues en la matière? Si vous n'arrivez pas à convaincre vos parents, je ne sais pas qui peut y arriver. Faudrait leur demander. Mais non, mais j'ai quand même d'autres conversations avec mes parents que d'aller prêcher la bonne parole sur Bitcoin. Louis, vous les avez convaincus, les vôtres Presque. On est encore un peu réfractaire. Il serait d'autant à me faire confiance, parce que on est dans l'industrie. Mais regarde, BFM Crypto, et c'est des spectateurs assidus. Bien évidemment. Même les régulateurs américains se mettent au crypto, quand même. Alors, si même depuis l'arrivée de Donald Trump, bien sûr, la réglementation, d'ailleurs, avance aux États-Unis, on voit qu'on sent le potentiel se libérer de plus en plus pleinement. Les banques américaines assument de plus en plus leur côté pro-crypto. Morgan Stanley, d'ailleurs, a fait un pas. Morgan Stanley prévoit d'ouvrir le trading crypto sur sa propre plateforme, Louis, dès l'an prochain. Une grande banque US qui propose du trading crypto sur sa plateforme. Voilà. C'est ça. Donc, c'est un bon signal encore pour l'industrie. On n'est pas sur une tendance ou une mode, on est sur quelque chose, une classe d'actifs durables qui s'inscrit dans le paysage traditionnel. Et donc, le Morgan Stanley annonce qu'ils vont lancer le trading dès le premier semestre de l'année prochaine, limité sur 3 actifs. On parle de Ethereum, Bitcoin et Solana. Donc, on n'est pas non plus sur on n'est pas sur des mêmes coins, on est quand même sur des actifs qui sont là, durables, inscrits dans le paysage, avec un certain historique. Mais voilà, donc on a ça qui arrive, c'est un signal fort. Ça montre aussi que le contexte réglementaire aux US est favorable et on va dire décomplexifie et décongestionne pas mal de sujets et pousse les acteurs traditionnels à s'y pousser, parce que de toute façon, s'ils ne le font pas, les acteurs crypto, eux, se bancarisent, ou en tout cas tiennent vers la finance tradie et pourraient leur piquer la part de marché qui est... Mais c'est ça, c'est-à-dire que les banques s'y mettent parce qu'elles se disent il faut pas qu'on rate cette clientèle crypto, il faut amener cette clientèle aussi à nous, et en même temps les banques veulent parfois interdire certaines cryptos, en tout cas certaines pratiques crypto, parce qu'elles viennent, ces pratiques, les concurrencer. Exemple, les stablecoins par exemple, qui peuvent rapporter de l'argent, ou placer de l'argent en stablecoin, ça peut offrir un rendement plus important que votre compte bancaire classique. Eh bien, certaines banques américaines n'entendent pas de cette oreille claire. Certaines banques américaines, on est pourtant aux États-Unis, veulent interdire le rendement sur les stablecoins. Oui, c'est le jeu des lobbies. C'est finalement assez logique. Et c'est vrai qu'on l'a vu souvent dans la crypto. Alors, c'est moins le cas aujourd'hui, puisque justement, vous le disiez, les banques se mettent aussi à la crypto. Et donc, il commence à y avoir des intérêts convergents entre les entreprises crypto et le secteur bancaire. Mais pendant longtemps, ça n'a pas été le cas. Et pendant longtemps, le premier adversaire du secteur crypto, c'était plutôt le secteur bancaire, qui voyait la crypto comme une concurrence directe qui allait faire sortir des flux du périmètre des banques. Et donc, c'est tout à fait logique et normal, en tout cas d'un point de vue des intérêts économiques, que les banques s'attellent à ce sujet. Maintenant, je voudrais quand même dire qu'il n'y a pas que la crypto qui permet de toucher des intérêts.
sur des dépôts, par exemple, en stablecoin. Je pense à un certain nombre de néobanques qui, aujourd'hui, vous proposent des intérêts sur compte courant. Donc, c'est vrai que les banques sont quand même concurrencées de toutes parts par des nouveaux acteurs qui n'ont peut-être pas, d'ailleurs, le même niveau d'agrément que les banques elles-mêmes, mais qui vont proposer à leurs clients, pour les attirer, pour les faire sortir des banques traditionnelles, un intérêt économique et donc du versement d'intérêts. Donc je comprends bien que les banques se battent contre ça. Maintenant, une solution, plutôt que d'aller faire du lobbying contre ces acteurs-là, ce serait peut-être aussi de se mettre au goût du jour et proposer, elles aussi, des intérêts sur les comptes de dépôt. Mais la régulation, parce qu'elles doivent remplir peut-être, cocher un peu plus de cases encore que les néobanques, par exemple, ou encore que les acteurs crypto, les grandes banques américaines sont un peu plus... Alors, elles ont des gros moyens, bien sûr, mais elles sont un peu plus réglementairement corsetées que les néobanques, par exemple, ou que les cryptos. Alors, forcément, quand vous êtes une banque, vous avez une réglementation qui est plus complexe. Et une responsabilité systémique, aussi. Toutefois, après, je souligne, par exemple, qu'en Europe, aujourd'hui, les plateformes d'échange centralisées n'ont pas le droit d'aller verser très simplement des intérêts sur stablecoin. Elles doivent trouver des moyens détournés si elles veulent récompenser leurs utilisateurs. Donc, c'est pas si simple que ça non plus pour les néobanques et pour les acteurs crypto. Louis, là-dessus. Après, il y a aussi, je pense qu'il y a aussi un autre point, et pour beaucoup de banques, ça a été un des freins, et pendant l'un, c'est aussi le risque d'image. Là, pendant longtemps, l'industrie crypto a eu une mauvaise presse pour un certain nombre de phénomènes qu'on a tous traversés. Et donc, les banques sont les dernières adoptantes, en général, de révolutions technologiques ou de révolutions sur de l'adoption de produits. Et le plus longtemps qu'ils ont pu pousser, justement, pour se protéger d'un défaut d'image, l'ont fait. Aujourd'hui, Bitcoin a plus de 15 ans, c'est un actif qui est quand même reconnu, institutionnalisé, et donc il y a de plus en plus d'acteurs qui ouvrent leur chakra, mais après qui essayent de protéger les produits qui les font vivre le plus longtemps possible, quoi. Ouais, et face à la concurrence croissante des stablecoins, mais pas que. Tiens, les stablecoins, on n'arrête pas d'en parler depuis plusieurs trimestres maintenant. C'est vraiment la hype, la vague de cette année 2025. C'est plus une vague stablecoin que Bitcoin, même si Bitcoin a passé aussi une super année. Et là, on apprend que Tether, le leader des stablecoins, chercherait à lever 20 milliards de dollars, ce qui valoriserait Tether à un niveau qu'on n'aurait peut-être pas soupçonné, en l'occurrence, Louis. Ouais, peut-être que vous l'aviez vu venir, ce niveau-là, mais... Alors, 500 milliards de dollars de valorisation de Tether. 500 milliards de dollars. C'est ça. Alors après, aujourd'hui, ils n'ont pas clairement communiqué sur ce qu'ils vont faire de cette levée-là. Ce qu'on peut regarder aujourd'hui dans la stratégie de Tether, c'est affiché depuis ces derniers mois. Donc le premier point, il y a un besoin de liquidité pour continuer à développer leur offre de stablecoin. Donc l'USDT, qui est une des plus grosses capitalisations en termes de stablecoin. Il y a le pendant maintenant qui est conforme avec le Genius Act qui est sorti la semaine dernière. Et plus un certain nombre d'autres actifs. Ils ont un actif tokenisé adossé à l'or. On parlait de l'or tout à l'heure. Donc voilà, pas mal de sujets où ils ont un besoin de liquidité continue, croissante, plus il y a d'adoption de leurs produits. Deuxième sujet, c'est que Tether a une stratégie de diversification ces dernières années, qui pourrait même faire penser à la stratégie des GAFA habituels. On spécialise, on a un pur player d'une industrie, on la sature. Une fois qu'on la sature, on commence à étendre vers d'autres secteurs d'innovation. Et Tether est à peu près en train de prendre le même axe. Ils ont diversifié avec différents sujets. On peut voir, ils ont investi dans la Juventus de Turin. À côté de ça, ils investissent dans l'or, justement, de l'extraction jusqu'au raffinage. Ils investissent dans l'IA et les HPC, donc les consommateurs d'infrastructures, mais aussi les producteurs et les fournisseurs d'infrastructures, et même dans des secteurs où ils pensent qu'il va y avoir des enjeux d'avenir, comme l'IA ou le HPC, mais aussi, par exemple, l'industrie, le secteur agricole. Tether a pris des prises de participation dans des gros acteurs. Donc, voilà. Tether, de par sa stratégie diversifiée, a besoin de liquidité, soit pour soutenir la croissance de ses produits actuels, mais aussi pour continuer à diversifier ses investissements, et investissements qui sont plutôt majeurs ces derniers mois. Oui, et d'après Bloomberg, donc, Tether a préparé une levée de fonds de 20 milliards de dollars qui valoriserait le groupe Tether 500 milliards, Claire. On est là quand même. Et Tether, c'est vrai, je pense, a montré le chemin aussi de la rentabilité à beaucoup d'entreprises qui, aujourd'hui, cherchent à créer des stablecoins parce qu'elles ont vu le succès financier de Tether. Alors, succès financier qui est en partie lié aussi à la hausse des taux d'intérêt qu'on a connus à une certaine période. Néanmoins, ça reste un succès financier aujourd'hui très, très, très notable et qui a participé, vous le disiez, à cette hype des stablecoins
Et c'est vrai que c'est impressionnant parce que c'est une hype institutionnelle. C'est le premier bull run, je dirais, où on a une hype qui n'est pas auprès du grand public, mais qui se déroule, je dirais, un peu plus en coulisses chez les institutions. Mais on voit bien que voilà, le grand thème de ce cycle-là, ce sont effectivement les stablecoins. C'est intéressant parce que les cryptos, vous y êtes depuis des années, Claire, et vous nous dites que c'est la première hype crypto qu'on voit initiée par les institutionnels, en l'occurrence. Et alors, justement, l'effet boule de neige est-il en train de s'accélérer ? On apprend que, alors que l'Europe est très en retard pour le coup sur les stablecoins, plus de 98%, 99% même % du marché stablecoin, ce sont des dollars, et ben l'Europe tente de se réveiller. En tout cas, certaines banques européennes, 9 d'entre elles, s'associent pour créer un stablecoin euro, Claire. Oui, 9 banques européennes, parmi lesquelles ING ou Unicredit, par exemple. Alors, il n'y a pas de banque française, quand même, dans ces 9 banques, ce qui est à noter. Hein. On peut d'ailleurs s'en désoler, parce qu'on voit que ce sont des grandes banques européennes qui s'associent pour lancer un stablecoin euro. Il faut bien se rendre compte que c'est un signal vraiment très important aujourd'hui, parce que, vous le disiez, les stablecoins euros sont tout petits dans la masse des stablecoins. Donc, il y a un vrai besoin d'aller créer des stablecoins euros pour notre souveraineté monétaire face aux stablecoins dollars. Et puis là, ce ne sont pas n'importe quels acteurs. Ce sont vraiment des banques qui s'allient entre elles. Alors, ça veut aussi dire que ça va prendre un peu plus de temps, parce que forcément, quand ce n'est pas un seul acteur, mais que c'est un consortium, ça prend un peu plus de temps pour se mettre d'accord. Mais malgré tout, ça peut donner de la force de frappe commerciale. Et surtout, ce que ça veut dire, c'est que ces banques-là, dans leur offre peut-être de produits crypto, proposeraient un accès privilégié, naturellement, aux stablecoins qu'elles auraient créés entre elles. Donc ça donne du levier pour ce stablecoin-là. Et dans le paysage de concurrence monétaire, il faut bien dire que ce stablecoin serait en concurrence sans doute avec des stablecoins dollars qui pourraient encore circuler en Europe, avec les stablecoins euros de certains acteurs privés, que ce soit le stablecoin euro de Circle ou celui de Société Générale ou d'autres banques. Mais aussi, pourquoi pas, avec l'euro numérique, et on en reparlera peut-être après, mais il faut bien se rendre compte de ce que ça veut dire pour ces banques-là de se lancer dans la course au stablecoin, alors même qu'elles sont régulées par la BCE, qui elle-même veut lancer l'euro numérique. Et donc, c'est quand même un signal qu'elles envoient au marché en général, à leurs concurrents, à leurs régulateurs, de dire, voilà, nous, on pense qu'il faut aller sur le sujet des stablecoins et on y va ensemble et on va faire quelque chose de sérieux. Oui, parce qu'elles ont le temps. Enfin, on a découvert la feuille de route, d'ailleurs, cette semaine de la BCE. Quant à l'euro numérique, il se trouve qu'on a découvert dans cette feuille de route, dans le calendrier qui a été présenté par la BCE, sur son euro numérique face au stablecoin, que ça allait aller peut-être plus lentement que ce qu'on imaginait. Autrement dit, les banques ont peut-être raison de saisir la fenêtre d'opportunité avant que l'euro numérique n'apparaisse dans combien de temps ? Plus de 3 ans, 2029, c'est ça l'échéance ? C'est ça, ouais. On est... Donc déjà, tout ce qu'on va dire, c'est que ça va prendre du temps. Donc bien ou mal, après ça, je laisse chacun juger. Mais oui, on a la feuille de route dit qu'à peu près courant 2026, on va légiférer. Donc légiférer courant 2026 au niveau de l'Europe, on sait que ça peut être plus ou moins long et dépasser l'espérer, avec une conception technique entre 2026 et 2028. Donc ça laisse quand même on n'est même plus sur une fenêtre, là on est vraiment sur un scope qui est très très large, et un déploiement sur 2028 et après. Donc ça pousse très 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 loin l'échéance. Est-ce que ça ne serait pas aussi un aveu d'abandon de projet, ou en tout cas un futur aveu d'abandon de projet ? Tu nous le diras. Oui, en tout cas, la BCE semble vouloir prendre son temps sur la mise en place de l'euro numérique. Vous êtes plutôt opposé à cet euro numérique. Enfin, en tout cas, pour vous, Claire, c'est plutôt par les stablecoins euros que viendra la montée en puissance européenne que par un euro numérique. Est-ce que du coup, le fait que l'euro numérique tarde est, de votre point de vue, finalement une bonne nouvelle ? Ni bonne ni mauvaise en réalité. Simplement, l'euro numérique, c'est vrai que c'est pas tellement notre sujet. Et donc, le délai dans lequel l'euro numérique pourrait sortir ou ne pas sortir a finalement peu d'importance. C'est plutôt qu'aujourd'hui, la plupart des acteurs crypto ne croient pas tellement dans le succès de l'euro numérique. Je le formulerai plutôt comme ça. Et sont convaincus que la souveraineté monétaire européenne doit plutôt passer par les stablecoins, parce que c'est sur ces infrastructures blockchain et crypto que les Européens vont se baser pour leurs actions économiques demain. Et donc 9 banques européennes s'associent pour créer un stablecoin euro. Il y en a déjà un Forge avec Relcien par exemple, mais bon voilà, là on a l'association de 9 banques, ce qui peut-être apportera de l'échelle supplémentaire. Les pros des cryptos, chaque vendredi bien évidemment, à retrouver aussi tout au long du week-end en podcast et replay. On s'interrogeait aujourd'hui au tout début sur le Bitcoin. Le Bitcoin est-il l'or numérique ?
On va aussi s'interroger sur le minage de Bitcoin. Le minage de Bitcoin permet, c'est vrai, de rentabiliser des barrages, des infrastructures de production électrique. Si bien qu'en Afrique, un certain nombre de pays recourent au minage de Bitcoin pour rentabiliser leur électricité. Oui, mais un pays fait marche arrière, ou compte faire marche arrière. L'Éthiopie, l'Éthiopie suspendre l'activité des mineurs de Bitcoin sur son territoire dès 2030. Pourquoi ? Claire ? Il faut bien se rendre compte de ce que c'est que le marché de l'électricité en Éthiopie. Ce n'est pas du tout la même chose qu'en France. On a seulement la moitié de la population à peu près qui est raccordée au réseau électrique et qui a donc accès à l'électricité. Donc l'enjeu de l'Éthiopie aujourd'hui, c'est de fournir une électricité stable à sa population pour ses activités quotidiennes et d'aller raccorder le reste du pays, le reste du territoire à l'électricité. Et donc aujourd'hui, ils ont des sources d'électricité principalement vertes via des barrages qui, à certaines périodes, produisent de l'électricité en excédent. Et donc, ils ont eu recours à un certain nombre de mineurs, et en particulier des mineurs venus de Chine, pour financer leur source d'électricité verte, le temps de raccorder cette électricité au réseau. Et à tel point, et là aussi, il faut bien imaginer que leur EDF local, 40% du revenu de cette entreprise est généré par les activités de minage. Donc c'est vraiment une manne financière très très importante pour l'Éthiopie, en particulier pour cet acteur-là. Et donc tout l'enjeu maintenant, c'est d'utiliser ces revenus pour aller raccorder le reste du réseau à l'électricité. Et je pense que ce qui se passe aujourd'hui, en tout cas des sources qu'on a, c'est qu'ils commencent à vivre une forme de pression de la population qui leur dit « Écoutez, bon, maintenant ça va, vous avez fait venir les mineurs, ils financent l'électricité, c'est super, mais maintenant l'enjeu, c'est de nous fournir de l'électricité à nous. » Et donc il y a une forme de débat qui, je pense, est plus sur l'utilisation de la manne économique qui est faite avec le minage, que sur l'activité même des mineurs en question. Oui, donc la question qui est posée est une bonne question. La réponse des autorités éthiopiennes, pas forcément la meilleure. Et celle des autorités éthiopiennes, c'est simplement une sorte de communication à la population qui est de dire, bon, à partir de 2030, normalement, sous-entendu, le réseau sera raccordé et on aura moins besoin des mineurs. Parallèlement, un autre pays, le Laos, au contraire, compte accélérer sur le minage. Ça aura aussi marqué la semaine. Et si je vous dis Chempeng Zhao, d'un Z qui veut dire Zhao, Zoro, non, vous connaissez pas la série si quand même. Bon, pardon. D'un Z qui veut dire Zhao, CZ Chempeng Zhao, le fondateur de Binance, peu à peu refait surface, communique de plus en plus, notamment sur ses choix d'investissement, au point que certains se demandent s'il n'est pas en train de préparer psychologiquement certains acteurs de marché crypto à son retour chez Binance. Pourquoi pas ? Est-ce que c'est un scénario qui monte pour vous aussi, Louis ? Alors, en vérité, si on veut être réaliste, il n'a jamais vraiment trop quitté Binance, même si officiellement, en façade, il n'était plus au contrôle de l'entreprise. Il est resté depuis Dubaï à contrôler, ou en tout cas à superviser la direction de Binance. Il a pris le côté BNB Chain, qui est la blockchain associée à l'écosystème Binance, et il a largement financé un certain nombre de projets, voire promu et communiqué encore cette semaine avec le projet Aster, qui est un concurrent d'Hyperliquid qui se lance et qui est largement poussé par CZ. Et on voit donc progressivement le retour de CZ chez Binance. Oui. Point petit qui peut être considéré comme anodin, mais il a remis Binance dans sa bio Twitter ces dernières semaines. Donc ça annonce potentiellement un retour. Et de l'autre côté, en coulisses, la surveillance de la DOJ, du département de la justice américain, s'allège de plus en plus sur Binance. Et il y a un certain nombre de tractations en coulisses apparemment qui permettraient à CZ de revenir dans la course. Et après, il y a pas mal d'autres rumeurs qui diraient comme quoi il a aidé la DOJ et la SEC en donnant des infos sur Justin Sun et il aurait pu libérer. Bon, on verra. Bon, sera-t-il de retour aux manettes un jour de Binance d'ailleurs ? En tout cas, CZ peu à peu assume de plus en plus de refaire surface et il alerte d'ailleurs sur ces entreprises qui placent leur trésorerie en Bitcoin. Il y voit une forme de risque. On pense à stratégie, mais il y en a de plus en plus, Claire. Alors, quels sont ses arguments à CZ là-dessus ? Il dit des choses assez sensées et pas très surprenantes, pour être honnête. Il dit simplement qu'un certain nombre... Il enfonce des portes ouvertes. Et voilà, il enfonce des portes ouvertes. Il dit par exemple qu'un certain nombre de ces entreprises le font pour gonfler le cours de leurs actions à un moment où c'est potentiellement compliqué pour elles, et il n'a pas complètement tort. Et il alerte aussi sur les entreprises qui font cette démarche avec des cryptos nettement moins solides que le Bitcoin. Et il dit qu'il va probablement y avoir un certain nombre d'échecs. Il faut faire attention. Et il dit voilà, plus le bateau est gros, plus il est stable. Sous-entendu,
plus vous allez choisir une crypto grosse, plus elle va être stable et moins vous avez de chances de vous planter. Oui, mais moins elle accélère aussi. Hein, les gros bateaux, les paquebots, ça accélère moins vite qu'un petit jet ski. Mais voilà, ça tient mieux la mer. Il faut prendre son risque. Ça tient mieux la mer, on est bien d'accord. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés. Claire Balva, directrice générale de l'ADAN, et Louis Laszlo, CTO de Meria. Comment je peux dire ça en français, Louis ? Directeur technique. Directeur technique de Meria, bien sûr. Merci de nous avoir accompagnés. Podcast et replay à suivre tout au long du week-end sur l'appli BFM Business et notre chaîne YouTube BFM Crypto. Bon week-end à tous les deux. BFM Business, BFM Crypto, les pros.